Bienvenue dans Soif de Sens, l'émission podcast et YouTube des militants badass qui changent le monde et surtout qui t'aident à avancer dans ta quête de sens. Aujourd'hui, on va parler de la relève écolo, de la jeunesse écolo, de ses rêves, de son culot, de ses combats. Et pour ça, on est avec notre Greta Thunberg française à nous, Camille Etienne. Salut Camille, ça va? Quelle intro, finesse, dis donc. Waouh. Tada, je te fais pas la pression. Trop cool. Je te présente rapido. T'es une des jeunes activistes écolos en France les plus connus, clairement. Tu t'es fait énormément connaître avec les mouvements de jeunesse pour le climat, un peu justement comme Greta en Suède et dans le monde, Adélaïde en Belgique et en France, toi avec d'autres. Tu fais 1 milliard de trucs dont on va parler. T'as un parcours hyper inspirant, que ce soit avec ton projet Graines de Possible, qui est aussi un podcast que vous pouvez écouter, avec On est prêt dont t'es porte-parole, mais tu fais aussi du lobbying et des conférences auprès de patrons dont on va parler pour aller convaincre les méchants entre guillemets. Pour la première question, je voulais après on va s'intéresser évidemment uniquement à toi, mais je voulais te poser une question sur Greta que tu côtoies beaucoup, que ce soit dans les manifs écolos ou quand vous allez rencontrer des députés européens par exemple pour leur taper sur les mains en gros. Est-ce que toi tu te reconnais en Greta? Oui, dans un sens où en fait c'est toujours un peu bizarre quand on me définit par quelqu'un d'autre. C'est pas fait, j'existe par moi-même aussi. Je me reconnais pas dans le sens où on a des sensibilités très différentes, mais ce qui est drôle de voir, c'est que ces filles qui m'inspirent le plus, c'est vraiment, elles sont plus jeunes que moi, et c'est, Louisa, elle est un peu plus vieille, mais Louisa, Adélaïde, Hanouna, Greta, c'est des meufs tellement badass et qui ont ce point commun. C'est un peu drôle, chacun a un peu un truc anormal, tu vois. Greta, elle est autiste. Il y en a qui sont dyslexiques, il y en a qui sont, et en fait, c'est marrant, on a tous un peu un truc, t'es hypersensible, c'est ça? Des espèces de normes, des espèces de normes qu'on essaie de nous mettre. Et du coup, je crois que cette sensibilité aussi nous rend c'est un peu drôle parce que tu vois il y a ce truc de le club de misfits en fait il y a un peu un truc de tout le monde nous met dans ce rôle de meuf hyper badass, hyper tu sais droite, qu'on pas peur et tout, alors qu'en vrai on est toutes des espèces de cœurs d'artichaut, tu vois, c'est hyper sensible et je crois que c'est la sensibilité qui fait que du coup ça nous rend sensible aussi que t'as encore plus envie de défendre la vie et aux incohérences qu'il y a dans le monde extérieur. Mais oui, parce que c'est vrai qu'elle elle a 18 ans et toi t'en as 23 je crois. 22, ouais. 22, ok. Donc oui, il y a quand même 4 ans d'écart. Hein. Oui, c'est sûr. Non, mais après, je me reconnais dans sa... j'aimerais bien être autant... elle m'inspire beaucoup dans son intransigeance et c'est une fille qui est tellement droite et en fait, c'est des filles tellement honnêtes dans leur combat que c'est trop agréable parce que tu sais qu'elles le font pour les bonnes raisons et qu'elles sont sincèrement convaincues et surtout que c'est une nécessité. Genre, en fait, si elle le fait pas, ça va pas, quoi. Ouais. Et elle y prend pas vraiment de plaisir. C'est marrant de voir que parfois, tu vois, toutes les télés, tous les trucs et tout, ça l'angoisse, ça la stresse à la base, particulièrement en étant autiste, c'est pas un truc qu'elle adore, les bains de foule, quoi. Et en fait, elle le fait vraiment par nécessité et je me retrouve là-dedans. Que moi, si ça tenait qu'à moi, j'aimerais bien être comédienne, faire du théâtre, pas spécialement parler à des gens pas très sympathiques toujours, pour les convaincre que non, la croissance n'est pas forcément une bonne chose. Ouais. C'est un peu... toujours les trucs sur les écolos, vous nous faites chier les écolos, mais en fait, on n'a pas choisi d'être écolo, c'est juste... c'est ce que tu dis très bien, quoi. On est la première... je sais jamais trop si maintenant on peut dire qu'on est la même génération, mais qu'on est la première génération en tout cas en France, à subir fortement les conséquences de la crise climatique, mais on est aussi la dernière qui peut se bouger le cul, quoi. Donc en fait, on n'est pas là juste pour emmerder le monde, on est là parce que on a envie de survivre et d'avoir un avenir correct, et si on peut ne pas éradiquer 95% des espèces, c'est cool, quoi. C'est exactement ça, t'es bien résumé. Ok, alors maintenant focus sur toi. Flashback, est-ce que c'est vrai que t'allais à l'école en luge? Je suis trop jaloux. C'est pas renseigné. Non, mais en fait, il faut savoir que c'est vrai que j'étais vraiment dans un endroit hyper paumé, mais sublime. Ouais. Et c'est dans le parc national de la Vanoise. C'est vraiment juste à côté. On a un peu les dernières maisons avant le parc. Okay. Et du coup, c'est genre il y a plein de neige l'hiver. C'est vraiment à 1600 mètres d'altitude. On est 2 chalets habités toute l'année. Et voilà, c'est la maison de mes arrière-grands-parents. Ma maman a tout restauré. On faisait de l'enduit au début, on y allait que les étés, il y avait pas l'eau, pas l'électricité. Puis petit à petit, on a mis. Donc c'était vraiment cool. On a construit notre confort. Ouais. Mais c'est assez sublime parce qu'il y a juste une grande baie vitrée. C'est une pièce de vie très grande avec un poêle au milieu. Et puis juste la montagne. Tous les matins, tout le temps, on la voit tout le temps. Et ça, c'est ouf. Et c'est vrai que j'étais là-bas. C'était un peu drôle parce que c'était dans la période où
tu vois, tu rentres dans la société de consommation. Enfin, pour moi, c'est vraiment l'adolescence où t'as envie d'un peu d'avoir des trucs ou des trucs à la mode et tout. Et vous avez du marché noir de Haribo et de Coca avec ton frère. En vrai, c'était drôle parce que au début, tu vois, t'as toujours besoin d'aller chercher un peu les limites. Bah oui. Et du coup, c'est vrai que moi, j'étais là, sérieux, trop chiant. Enfin, tu sais, genre. Donc c'était drôle d'avoir enfin ouais, de me rendre compte que l'éducation que j'avais eue, elle était pas spécialement adaptée au monde extérieur. Et au début, il y a eu plein de fois un peu où j'étais larguée, quoi. Ouais, bah tu dis que vous étiez un peu Captain Fantastic à vivre en mode low cost, voilà, plus 68 arts, clairement que gros bourgeois qui a son chalet à la montagne. Je suis genre boursière et tout, tu vois, j'ai connu un peu ce truc-là. Mais ah ouais, ok, d'accord. Mais j'ai jamais eu l'impression de manquer. En fait, c'est ça qui est cool. Alors, bien évidemment que je reste boursière, mais moins que certains qui sont vraiment dans le besoin. C'était juste dans le sens de dire que, tu vois, j'ai pas eu l'impression de manquer vraiment de quelque chose parce que ça suffit. En fait, quand t'as la montagne en face de toi, quand t'as la nature là partout tout le temps, t'as pas ce truc de te dire de toujours sentir on va au ciné mais je peux pas, mais on va au shopping mais en fait là tu vois c'est galère. Enfin parce que le système de valeur est pas le même, donc c'est sûr que du coup t'as pas besoin de consommer pour vraiment exister, être heureux, avoir de la valeur aux yeux des autres. Non, tu fais des batailles de boules de neige. C'est ouf. Et c'est vrai qu'en allant en ville après tu te rends compte que que à partir quand tu peux subvenir à tes besoins de base bien sûr, après le surplus est pas la même chose quand tu vis en ville que quand tu vis parce que du coup tu sais que toi t'es capable de vivre dans un milieu assez rustique. Tu vois, on était autonome en énergie, enfin on chauffait au bois, on avait notre poêle. On a fait hyper gaffe à faire plein d'isolation et tout pour que justement une maison la plus autonome possible. Il y a une source d'eau à côté. Du coup, quand on parle de décroissance ou quoi, t'es pas en mode on va devenir des amis quoi. Enfin non, t'es juste. Je pense que c'est aussi la raison pour laquelle je suis plutôt optimiste et pas trop angoissée. Ah bah trop bien. Je pense que c'est aussi parce que j'ai un backup plan, tu vois. Bah ouais, ouais. Et justement, du coup, c'est intéressant parce que quand t'as débarqué donc à Sciences Po Paris, donc on va dire la ville / le capitalisme / la capitale, c'est marrant parce que moi, quand je suis arrivé à Paris, justement, je viens plutôt d'une famille de soignants où du coup la vocation c'est plutôt de prendre soin des gens. Et toi, même si tes parents étaient pas, enfin si quelque part, ton père était guide de haute montagne et ta mère était biathlète, donc il y a quand même clairement un côté écolo et amour de la nature. Enfin voilà, donc il y a cette vocation là aussi de ton côté. Enfin moi en tout cas quand je suis arrivé à Paris, du coup je me suis pris une claque. Toi comment ça s'est passé du coup quand t'es arrivé à Paris, à Sciences Po Paris? C'était un peu drôle parce que il y a vraiment des trucs de syndrome de l'imposteur. Enfin j'ai de A à Z, c'est-à-dire que j'étais en plus en bicursus philosophie avec la Sorbonne. Donc c'était un peu pas la crème de la crème, mais dans le sens tout le monde avait eu 19,5 au bac. Enfin c'était, tu vois, c'était des gens brillants et la plupart venaient de Paris, de grandes écoles. Et moi je me sentais pas légitime parce que en termes de culture G et de l'art, tu vois, moi je me fais chier dans les musées. Enfin je veux dire c'est merci. Je déteste les musées. Je sens encore trop mal de dire à chaque fois je suis là en mode oh my god. Je sais que c'est une question d'habitude et surtout toi tu veux bosser dans la culture donc ça peut mais je vais faire. Mais c'est tellement pas mon monde que je faisais, en fait c'est trop marrant parce qu'au début je faisais un peu genre, tu vois, enfin j'essayais des trucs, je tentais. Ouais, Rembrandt, ouais. Mais enfin là où je voulais revenir surtout c'est que du coup là tu t'es rendu compte que vous aviez absolument pas le même rapport à la nature. Non, c'est surtout ça le truc intéressant, c'est vrai que en fait j'étais complètement je me rendais compte que cette connaissance moi que j'avais pas, eux ne l'avaient pas par ailleurs dans les trucs de la nature. Et pas que c'était leur faute, qu'ils étaient bêtes ou qu'ils avaient pas envie de se renseigner. Parce que la nature est hyper absente des villes, en tout cas de nos villes françaises, Paris qui plus est. Elle est loin. En fait, tu peux avoir des grands parcs et tout, mais il faut avoir la déterre. C'est pas un truc que tu vois constamment autour de toi. Elle est toujours maîtrisée, elle est toujours vue comme un petit bout de truc un peu pour rendre ça joli, mais elle est pas là présente, quoi. Tu vois. Et du coup, elle est hyper domestiquée, en fait, elle a même dominée. Et donc du coup, je voyais bien qu'ils avaient pas de connaissances sur. Le truc c'était l'alimentation. Ouais. Où tout le monde me disait mais tu cuisines hyper bien, alors que non, juste je prends des trucs bruts et j'en faisais tu vois, je faisais mes propres ratatouilles ou je râpais mes carottes, c'était pas non plus révolutionnaire en termes de cuisine. Mais ces trucs-là, je me suis dit ah oui, c'est vrai que pour moi acheter des trucs vraiment des produits locaux qui viennent qui sont de qualité, qui sont bio et tout, c'était ma priorité. Je mettais la plupart de mon argent là-dedans et pour beaucoup c'était vraiment pas naturel et un peu choquant.
Et du coup, en creusant, c'est là où je me suis rendu compte qu'il y avait vraiment un écart et que ces gens-là, c'est des gens qui allaient avoir de l'influence, parce qu'on le répète chaque jour qu'on est l'élite de la nation. Mais c'est pas forcément vrai, mais en tout cas, c'est des gens qui, pour certains, vont avoir des positions de pouvoir. Ça c'est sûr. Et donc je me dis, mais ces gens-là, ils peuvent pas être à ce point-là déconnectés de la réalité et de notre nature, sinon ça craint, quoi. Et c'est pas spécifique à ces grandes écoles ou quoi. C'est juste déjà notre société de manière générale est hors sol, et ça, c'en est le symbole extrême. Mais du coup, c'est vrai que comme de par notre système, il y a 100 000 intermédiaires entre nous et l'agriculteur qui fait pousser tes patates, forcément que c'est comme le fait de manger de la viande, quoi. On se rend pas compte que c'est un animal mort, on se dit pas comment est-ce que ce légume ou ce fruit il a poussé et d'où il vient, et on se rend pas compte qu'en fait il a traversé 98 pays, que on est déconnecté de la chaîne de valeur, et notamment clairement dans l'alimentation, c'est assez flagrant, où les villes sont pas du tout autonomes en matière d'alimentation, quoi. Oui, d'ailleurs t'as 4 jours de réserve à Paris, en Île-de-France. Quand j'ai vu cette stat, mais ça m'a... Donc voilà, imagine on coupe les trucs, on tient 4 jours. C'est hyper flippant. En 4 jours, on meurt de faim. Enfin, je veux dire, on finit nos placards et après c'est... Alors qu'il y a 200 ans, c'était pas du tout le cas, quoi. T'avais toute une ceinture alimentaire autour des villes, et notamment Paris, et du coup on était beaucoup plus autonome. Plus résilient, ouais. Parce que pour moi, il y a ce rapport à la nature, et le fait d'aimer la nature, de non seulement comprendre son importance, d'avoir cette humilité par rapport à elle, parce que tu dis tous les matins tu te lèves, elle est juste là, et tu sais que t'es rien face à elle. Mais non, l'avalanche elle s'en fout si t'es certifié sur Twitter ou pas, tu vois. Elle t'écrase point, enfin c'est fini. Ah, t'es certifié? Ah, ok. Pas d'avalanche pour toi. Justement, est-ce que tu peux expliciter à quel point ce rapport à la nature il peut être différent entre en tout cas toi et on va dire un citadin classique, voire parfois des ruraux, clairement, et quelles conséquences ça a concrètement, quoi. Pourquoi c'est si important d'avoir de recréer un rapport à la nature, parce que souvent il est surtout inexistant, quoi. En fait, c'est à l'air hyper cliché. C'est vite, ok, connexion à la nature, on va marcher pieds nus et chanter des chakras. C'est pas chanter des chakras, non, c'est pas possible déjà. Non, mais en fait, c'est vraiment un truc vital. C'est juste. Et puis il y a des études pour les gens qui sont très pragmatiques et dans la tête neurologiques qui montrent que, j'avais étudié ça en Finlande vachement, que en fait tu es plus performant. Donc on peut encore questionner ce terme-là, mais tu travailles mieux, tu dors mieux, t'es en meilleure santé, t'es plus heureux si t'es au contact de la nature quotidiennement. C'est juste des faits, des statistiques, ça a un impact sur notre corps. Mais c'est même pas du bonus, c'est aussi juste les planctons et la forêt qui te permet de respirer ou de te nourrir, quoi. Bien sûr. Déjà de base, on en a besoin de manière vitale et on l'oublie qu'en fait c'est la nature qui est autour de nous, ce qu'on mange, en fait on est cette nature. Et c'est juste qu'on oublie complètement, mais que si elle disparaît, j'aime bien dire cette phrase-là, si la nature disparaît, on disparaît avec elle, et c'est ce qui est en train de se passer. Mais en fait c'est se rendre compte que déjà on en a besoin physiquement, biologiquement, qu'on est cette nature-là. Il y a un gars que j'adore qui s'appelle Gilles Boeuf, qui était président du Muséum d'Histoire naturelle de Paris, qui était au GIEC et tout, un grand biologiste français, qui me rappelle tout le temps, il me dit, mais tu sais Camille, sur chaque bout de peau, t'as autant de cellules humaines que de bactéries, t'as 80% de gènes en commun avec une banane. Oui, j'avais entendu ça, c'est ouf. En fait, c'est vraiment drôle, il te rappelle à quel point t'es cette nature. Je sais plus où j'ai entendu cette phrase, mais qu'effectivement, tu protèges que ce que t'aimes. Et donc, si t'as pas de lien avec la nature, tu peux pas apprendre à l'aimer, et du coup, t'auras beaucoup moins envie de la protéger, quoi. On détruit ce qui nous fait peur pour pousser, parce que je crois qu'il y a aussi ça. Elle nous fait très peur, hein, on a peur en nature et on veut s'en protéger. Il y a eu un livre de sociaux, je sais plus du tout qui, mais bref, quelqu'un de très connu dans le monde de la sociologie, de l'anthropologie, qui disait, j'avais dû lire ça à Sciences Po, j'avais dû faire une fiche de lecture. J'avais grave fait la gueule parce que c'était sur la propreté. Je me suis dit super, je me suis tapé le livre sur la propreté, je vais apprendre les trucs d'hygiène et tout. Et c'était hyper intéressant de montrer en fait la peur et toutes les barrières qu'on faisait. Et là, ça résonne vachement en temps de Covid, de se désinfecter, de machin, d'avoir peur en fait de ce truc-là. Et dans l'imaginaire, c'est beaucoup plus sale de manger de la terre que un enfant qui va mettre sa main contre une rame de métro. Mais statistiquement, c'est faux. Il a beaucoup plus de chances d'attraper des maladies en faisant le métro qu'en mangeant de la terre, quoi. Donc, ou de se mettre certaines cosmétiques, ou de manger des produits ultra transformés. Complètement. Et donc en fait, on a vraiment développé une peur de cette nature, parce qu'on est dans notre logique de domination toujours. Et donc en fait, la nature, ça fait partie des choses qu'on a décidé de domestiquer, de dominer et de maîtriser. Parce que c'est très complexe, que l'écosystème, on peut pas tout appréhender. Notre cerveau ne peut pas tout appréhender, la complexité du vivant. Et donc notre ego, il est en panique face à ça. Il est en mode, quoi?
Moi, je veux pas comprendre un truc, pas du tout. On va le simplifier, on va faire des lignes avec les arbres, on va avec l'agriculture, tu vas voir, moi je vais faire en sorte qu'il y aura plus de maladies, ça va être simple, on va mettre des pesticides, ça va être comme ça, et je vais comprendre, et ça va me rassurer. Mais on peut pas faire ça marche pas. Donc en fait, il faut qu'on accepte de lâcher notre ego là-dessus. On est juste une petite partie de ce truc immense et complexe, mais qui est super beau, et c'est ok, c'est normal. Du coup, depuis quelques années, tu t'impliques à fond, notamment dans les manifs des jeunes pour le climat ou le mouvement de jeunesse pour le climat en général. Ça change quoi, le fait d'être jeune quand tu t'impliques pour le climat par rapport à, je sais pas, à quelqu'un qui a 60 ans, puis par rapport à quelqu'un qui a, je sais pas, 35 ans? Ah, c'est trop bien cette question, j'ai trop de trucs à dire. Non, mais déjà, sur la jeunesse, en fait, on est tout le temps un peu essentialisé. Moi, il y a plein de journalistes qui se trompent en disant, elle fait partie du Youth for Climate, et non, de Youth for Climate, qui est et en fait, il y a plein d'orgas jeunes. Il y a même une coalition, ça s'appelle la coalition jeune, de plein d'organisations qui font 1 milliard de trucs différents. Et il y en a qui organisent des marches, il y en a qui vont faire des ads, il y en a qui vont faire du lobbying pour avoir plus de l'écologie dans les programmes scolaires. Vous êtes pas tous des copier-coller C'est fou, mais je te jure qu'il y a plein de gens pour qui, en mode t'es jeune, tu fais des manifs le vendredi, point. Et c'est pas ça. Il y a des milliards de manières de s'engager en étant jeune, il y a plein de gens qui le font de manière super différente. On essaie de travailler ensemble, il y a des dissensus, des consensus, et c'est trop cool. Et heureusement, c'est un espace de débat, quoi. Comme dans l'écologie en général, comme dans le féminisme, comme dans l'antiracisme, comme dans toutes les luttes. Et ça permet de faire avancer aussi les idées. Mais en fait, souvent, on me remettait dans cette position de, t'es genre c'est millennials vs boomer dans le ring du temps. Ouais. En fait, je crois que fondamentalement non. Et la prochaine vidéo de Pensée sauvage que je suis en train d'écrire là, c'est sur ça. C'est une lettre à la génération d'avant. Et en fait, c'est pour leur dire, arrêtons en fait, déjà on n'a pas le temps de faire le combat de qui a eu la génération la plus pourrie. Je veux dire, c'est une super idée. Vous avez eu des trucs horribles, vous avez eu des guerres, des famines. C'est marrant, j'avais eu ce choc il y a quelques années aussi où clairement j'en voulais un peu aux générations d'avant et j'étais là, mais en vrai, si j'étais né, je sais pas, t'as vécu les deux guerres mondiales ou juste une des deux et voilà, le pays est détruit, derrière t'as les 30 glorieuses, c'est l'émancipation de fou, t'es plus obligé de travailler autant comme un dingue à l'usine, t'as un confort, une abondance, tout le monde est plus heureux, plus riche, mais ça a été en fait et derrière on dit non, en fait tout ce que t'as cru qui était un progrès, et ça en était un sur un certain axe, en fait derrière ça a eu tellement d'externalités négatives que t'as fait de la merde. Mais en fait pour moi c'est juste ça, c'est juste l'intelligence et la capacité à s'adapter, et donc c'est pas une fuite en avant, et c'est se dire là ça a répondu aux défis d'un temps, il fallait nourrir des enfants du baby boom, reconstruire un pays, ils ont fait ce qu'ils ont pu, à un moment donné maintenant ça ne marche plus et ça a des conséquences dramatiques, c'est-à-dire qu'on est en train de créer les conditions de notre propre autodestruction, donc venez on arrête, c'est pas une super idée, mais c'était important pour moi de tendre la main, de dire à ces générations d'avant, c'est une main tendue, et sociologiquement il n'y a pas que la jeunesse qui s'engage, au niveau local on voit qu'en fait c'est souvent des personnes plus âgées qui sont en train de faire, là j'étais à Marseille avec des dames de Greenpeace, elles étaient trop cool, elles avaient 65 ans, elles étaient là en train de m'expliquer en me disant mais en fait là vraiment ils sont en train de construire une autoroute et elles connaissaient tout par cœur, et elles connaissaient le contexte politique local, en disant mais c'est Jean-Luc qui voulait pas construire cette route, et donc on va aller voir lui avec elles ont tout à fait leur sujet. Et déjà historiquement, sociologiquement, dans les territoires, c'est plutôt même localement des personnes plus âgées qui s'engagent aussi. Donc il faut déconstruire un peu ce truc-là de que la jeunesse qui est là à tout bousculer. La jeunesse s'engage de manière totalement plurielle, c'est pour moi c'est pas une génération, si tu veux, on s'en fout. Moi je suis vraiment pas dans un truc de génération pour les générations futures et tout, en vrai elles seront grandes, elles se débrouilleront, c'est juste pour nous déjà qu'il faut, il y a assez de manières de se révolter, assez de raisons de se révolter dans le monde d'aujourd'hui pour penser à plus tard, venez on le fait déjà là, tu vois. On n'est plus au stade de non c'est dans 30 ans que ça sera la merde, non c'est aujourd'hui la merde. Et du coup c'est important de se dire il faut qu'on tende une main faut qu'on arrête ce combat générationnel et qu'on arrive à se dire on a chacun des trucs à apporter différents, donc faisons-le ensemble tout simplement, parce que on ne fera pas la révolution à 10 et on n'a pas le choix, il va falloir embarquer avec nous les gens qui sont au pouvoir aujourd'hui, et là c'est pas des jeunes, donc on peut pas attendre qu'il y ait les badass de 20 ans qui rentrent au gouvernement, il faut aussi convaincre ces gens-là, il faut convaincre les chefs d'entreprise qui ont en moyenne plus de 60 ans, il faut convaincre ces gens-là aussi, c'est important de les embarquer avec nous quoi. Ouais. Justement, transition trop bien, parce que justement tu fais des conférences, clairement des gens comme moi qui je détesterais aller parler, et je voudrais leur mettre des claques non-stop, donc je sais pas comment tu fais pour rester calme, mais j'ai beaucoup de respect pour ça.
parce que justement tu fais des conférences au Ritz devant le MEDEF, où voilà, il y a un épisode assez choquant dont on pourra parler, devant des banquiers, etc. Ouais, comment tu... Du coup, je comprends que c'est clairement évidemment essentiel pour parce que c'est eux qui ont les rênes, et que voilà, c'est à la fois eux l'ennemi et à la fois pas eux l'ennemi, parce que c'est le système qu'il faut changer. Comment tu fais pour parler autant avec des gens qui des fois ont des propos vraiment choquants ou irresponsables, quoi? Bah, c'est une bonne question, parce qu'il y a des militants pour qui il faut juste pas leur parler, pour qui ils se disent en fait ça sert à rien, juste leur parlons pas, et moi ça m'empêche pas par ailleurs d'aller faire des obéissances civiles ou d'aller manifester devant eux. Et en fait par exemple là on manifestait devant l'Elysée pour la loi climat, et quelques jours, semaines avant, j'étais dans le bureau du ministre du transport pour lui parler. Donc en fait pour moi tout est important. On a un écosystème, et cette nature qu'on détruit un écosystème parce que justement on veut la simplifier, la rendre linéaire, il y a aussi un écosystème d'action, il y a un écosystème d'activisme. Et être activiste pour moi c'est juste une manière d'être au monde, et donc il faut se dire, donc c'est à partir du moment où tu consommes, à partir du moment où tout ce que tu fais et ce que t'aimes faire, il faut que tu le fasses bien, et que tu le fasses pour un but qui est un truc un peu plus grand que toi-même et qui est cool. Et si tout le monde mettait tout son temps, toute son énergie pour faire ça avancerait de ouf. Et moi il se trouve que j'aime bien parler. Donc voilà, que faire? Tu parles bien surtout. En fait, c'est que j'aime bien convaincre les gens, utiliser des arguments et faire ce lien entre ceux qui ont la connaissance. Donc je passe beaucoup de temps avec des scientifiques qui m'expliquent que j'ai trop de chance, c'est les choses pour lesquelles je suis la plus reconnaissante de ma vie, qu'il y a des gens qui ont vraiment beaucoup de choses à faire, passe une heure pour m'expliquer leur rapport, pour me fact-checker des choses, pour me faire des résumés, des notes, enfin c'est juste incroyable. Et donc j'essaie de apprendre cette connaissance-là et d'aller la porter face à ces gens de pouvoir de qui j'ai un petit peu compris les codes aujourd'hui. Et grâce à Sciences Po, très clairement, aux gens qui m'ont entourée, en fait, je peux savoir aussi, là je fais des études exprès d'économie, donc je me fais violence à aller en cours de compta à 8 heures c'était horrible, mais pour comprendre aussi leur manière de penser, pour voir quels sont leurs schémas et comment ils réfléchissent. Et en fait, ça c'est hyper important pour moi parce que il y a plusieurs types de catégories. Et pour en avoir vraiment passé quand même un certain nombre de temps avec certains, il y a ceux qui sont pas au courant. Et ça, on les connaît, on pense pas. J'en parlais avec Jean Covici, il me disait la même chose. Tout le monde est persuadé qu'il y a les grands méchants qui veulent protéger leurs intérêts vs le reste du monde. Il y a une grande partie de ces gens-là qui sont ignorants. Enfin, et c'est normal dans le sens où quand on dit t'as un emploi du temps de ministre, c'est des gens où en fait t'as tellement peu de temps pour approfondir les sujets que tu fais des impasses, et que donc en fait l'écologie, si c'est pas un truc où t'as pas croisé quelqu'un dans ta vie qui t'a réveillé à ça, où t'as pas une histoire qui t'a fait t'intéresser à ça, où t'as pas conscience vraiment que c'est important, mais pour eux c'est un side project quoi, c'est un ministère, c'est un département RSE, c'est tant de pourcents de votants, tant de pourcents de manifestants dans la rue, point. C'est pas un truc qui régit l'intégralité du monde vivant, et à quel point en fait si t'es à la tête d'un État, ton rôle c'est quand même aussi de t'assurer de la sécurité de tes citoyens, et tu réalises pas forcément toujours que c'est un truc qui est démentiel quoi. Donc premièrement les informer, et ça c'est hyper important. Des gens ça m'est arrivé moi d'apprendre des trucs à des gens qui ont des positions de pouvoir de dingue, des grands chefs d'entreprise, des trucs comme ça où je me suis dit waouh, ok, mais c'est pas grave, on va faire l'effort, on va les former. Donc première chose, les former moi ou les rediriger vers d'autres gens qui connaissent mieux et dont c'est le métier, dont c'est le rôle, bien sûr. On fait à plein. Après t'as la catégorie des gens qui sont conscients. Il y en a qui sont ouf dans les entreprises, le gouvernement, t'as des gens vraiment convaincus, conscients, brillants, mais qui sont enfermés justement parce qu'ils sont dans des règles un peu trop grandes pour eux. Le nombre de chefs d'entreprise qui ont fini par me dire mais j'ai des actionnaires en fait, donc je peux pas faire. Donc je me dis ok, il va falloir aussi aller changer du coup la structure. Oui, et puis parler aux actionnaires. Et parler aux actionnaires. Et après la troisième et dernière catégorie, c'est des gens qui pour le coup, et ça c'est vrai, c'est pas un truc de complotistes ou de gens parano, qui ont envie de garder leurs petits intérêts parce qu'ils sont très bien dans leur tour doré et que ça les emmerde. Et des gens qui me regardent avec une condescendance incroyable, qui m'insultent, j'étais sur des plateaux de BFM ou des trucs comme ça où vraiment genre juste
ils nous même pas un respect de base, quoi, genre. Non, c'est hallucinant. Tu peux ne pas être d'accord, quoi, mais. C'est hallucinant. Et dans ce cas, pour eux, on est vraiment des ennemis et ils ont envie de nous combattre. Et c'est très violent. Et tu sais, c'est une partie de gens pour qui, moi, des fois, c'est très violent. C'est des gens c'est vraiment particulier. Donc, t'as un peu ces trois catégories-là. Et de comprendre ça te permet d'après d'aller bousculer. Et pour tous les gens, je suis super longue, mais tu couperas, le truc est intéressant, qui pensent que c'est pas utile. Il y a plein de fois, il y a des fois où bien sûr tu te dis ok bah voilà le gars il pense que c'est pour m'instrumentaliser ou faire ce genre de truc, mais en fait ça veut rien dire parce que même si le MEDEF avait voulu m'instrumentaliser en m'invitant, je pense que ça leur aura plus desservi qu'autre chose aujourd'hui. Donc en fait ça dépend comment toi t'es. Si toi t'es intransigeant et si t'es pas là merci pour le petit hôtel, du coup je vais vous dire des trucs gentils, non moi j'ai mes idées, je les partage, point. Enfin peu importe s'ils me font des courbettes avant ou après, ça ne change rien à mon propos et à ce que j'ai envie de leur dire. Donc en fait il y a pas de raison. Et il y en a qui changent. En fait, il y en a qui sont venus nous voir, moi en dehors des caméras, beaucoup, après le MEDEF, qui sont venus dire, mais en fait, merci, parce que en interne, on a eu des débats qu'on n'avait pas avant. On a pu poser des questions sur la table, pas que grâce à moi, j'ai participé. Non, mais c'est un prétexte. Mais tu vois, c'est bien sûr. Et même des décisions politiques qui ensuite ont été prises parce qu'on a bousculé un peu tout ça. Et t'avais des députés qui ont dit bah ok le groupe a changé de vision et de ce qu'ils allaient voter très concrètement parce qu'on a fait du lobbying et qu'on les a emmerdés quoi. Donc ça peut aussi fonctionner. Bah oui, et comme on peut avoir tendance à justement essentialiser un groupe, que ce soit effectivement les jeunes, bah on peut aussi avoir tendance, et moi le premier d'ailleurs, à essentialiser le grand capital et les patrons, les actionnaires, enfin, surtout les actionnaires. Alors qu'effectivement dans l'eau, il y a effectivement ces trois catégories dont tu parles quoi. Si tu pouvais glisser une idée radicale dans la tête du monde entier, en mode là t'es DiCaprio dans Inception. Oh my god. Elle est trop bien cette question. Qu'est-ce que tu pourrais mettre comme idée dans la tête des gens? Une seule idée. C'est dur, mais... Parce qu'on a plusieurs qui viennent. En fait, non, mais alors, je vais vraiment paraître pas du tout radical, du coup, mais c'est pas grave. Mais radical dans le sens, en fait, radical, ça veut dire quoi? Ça veut dire aller à la racine du problème. Donc, peut-être que j'aimerais que les gens puissent faire ce qu'ils aiment. Et en fait, ça peut paraître d'être un truc totalement privilégié, qui du coup a pas besoin de faire 5 boulots pour. Mais en fait, je crois que c'est le fondement de tout. C'est parce qu'on n'a pas d'amour et que on est avec des gens frustrés qui vivent sous Xanax. Et donc forcément, ils prennent des décisions de gens frustrés sous Xanax. Donc si tu veux, je pense que c'est hyper important qu'on arrive à remettre de l'amour dans ce qu'on fait et à retrouver du sens. Et c'est dingue le nombre de gens autour de moi que j'ai brillantissimes, qui ont fait des grandes études et qui sont enfermés dans une logique de valeur où en gros c'est vu que c'est je consomme donc je suis, donc je possède donc je suis. Du coup ça demande beaucoup d'argent pour avoir ça et pour atteindre ton palier de réussite. Et donc t'es enfermé dans un truc où tu fais des études que t'aimes pas trop. Ensuite tu fais ton premier stage parce que c'est une bonne opportunité, t'apprends bien. Puis tu te fais embaucher parce que ouais mais je vais me faire la main 3-4 ans avant de kiffer mon truc. Après du coup ils s'enferment dans un truc où tu profites quand t'es en fait concrètement à la retraite et ça fait des gens où on est aujourd'hui assez malheureux. Et en fait on a tous ces trucs des bullshit jobs, des gens qui en fait on est obligé de remplir du temps où on n'ose pas quitter le bureau avant. Enfin c'était fou, moi j'étais dans des stages où en fait je me dis mais attends si j'ai fini mon taf en fait mais je peux pas partir à 17h30 parce que c'est mal vu, donc je vais rester à 18h et tu sais de faire des fausses infos, tu perds ton temps pour faire des c'est quand même dingue de personnes qui font ça quand tu creuses un peu. Et en fait ce truc là de gens au pouvoir privilégiés qui font des boulots qui sont pas toujours alignés, pour tenir tu t'enfermes dans un truc où tu vois pas le non-sens. C'est-à-dire que quand toi-même t'es pas du tout aligné avec ce que t'aimes faire, avec ce que t'es, ta capacité à te révolter quand il y a du non-sens, elle est un peu endormie parce que tu te mens à toi-même quotidiennement. Donc quotidiennement, t'es dans un truc où tu te dis mais oui, non, mais en vrai, je ferai ça plus tard, ou non, mais en vrai, j'aime quand même un peu bien, ou je profite quand je sors, ou mon moment, c'est le week-end. Et donc, du coup, quand t'as des non-sens dans la société, d'inégalités immondes, de trucs qui se passent où c'est juste aberrant, elle endormit ta capacité à te révolter. Et donc tu détournes le regard quand t'as plein de SDF tout le temps dans le métro, moi j'étais choquée quand il y avait des CRS qui avaient soulevé des tentes de migrants. Enfin, c'était hallucinant. Et j'étais choquée aussi à quel point on n'en avait pas assez parlé. Enfin, c'était révoltant. Et en fait, notre capacité à s'indigner est endormie parce qu'une petite partie de gens privilégiés qui aujourd'hui ont le pouvoir et qui impactent la vie de milliers de gens, sont enfermés dans des normes de valeurs qui pour moi sont pas les bonnes et qui font pas ce qu'ils aiment. Donc peut-être une bonne idée, c'est de dire à ces gens et aujourd'hui qui nous écoutent, je pense que ça reste quand même des gens privilégiés, c'est pour ça que je dis ça.
faites vraiment ce que vous aimez, et si vous faites ça bien, forcément vous allez le faire avec plus de sens, et donc ce que vous allez faire va impacter le monde, et tout aura plus de sens, et on arrêtera de dominer des parties de la population, quoi. Et inversement, si t'es plus modeste et que justement, j'en sais rien, tu fais un métier que t'aimes pas, que ce soit, que je sais rien, peut-être que tu t'es obligé entre guillemets pour payer ton loyer d'être chauffeur Uber ou femme de ménage ou de cumuler des jobs, et voilà. Et du coup, t'es clairement victime du système et oppressé par le capitalisme. C'est clair que tous ces gens-là ont des talents de malades, et si on crée les conditions pour qu'ils puissent faire ce qu'ils aiment, parce que clairement t'as pas la même marge de manœuvre forcément, vu que c'est l'argent qui régit le monde. Mais bien sûr, mais donc si les gens... L'impact peut être fou. En fait, c'est ça, si on inverse ce truc-là, et que... Parce que, tu vois, les gens qui profitent... En fait, c'est juste que je veux dire que même les gens qui profitent, ils sont pas forcément si heureux, et c'est ça qui est dingue, c'est à quel point t'as plein de podcasts de gens hyper riches qui sont là en mode, en fait, je me fais un peu chier, quoi. Et tu te dis, mais donc en fait, on est des milliers à galérer, il y a des gens qui galèrent de malades pour vos petits plaisirs, et ils sont même pas cool. Mais c'est quoi qui c'est la situation de Jim Carrey, là, c'est inquiétant. Je voudrais que tout le monde soit riche, juste pour comprendre que c'est pas la réponse, en fait. Oui, mais et moi, cette phrase, je la trouve archi flippante. Parce que là, on est quand même construit dans une espèce de pyramide où il y a des millions de gens qui travaillent pour que quelques-uns riches puissent être riches et puissent profiter. Et en fait, ces gens-là te disent, en fait, c'est pas si ouf, les potes. Venez, on arrête. Donc, juste, c'est pour ça que j'ai aussi envie d'aller bousculer ces gens qui sont là-haut pour dire, même vous trouvez que c'est pas génial, venez, en vrai, là, à un moment donné, ça devient trop fou, quoi. Il y a deux trucs, parce qu'après, faut pas virer sur le truc, j'en sais rien. En tout cas, moi, je sais que clairement, je suis privilégié, et donc c'est facile de dire aux gens qui ont pas d'argent, non, mais en fait, c'est pas la solution, parce que ça permet quand même de résoudre une énorme partie de problème, que ce soit des frais de santé, de s'acheter du temps, de se chauffer, de manger correctement, etc. Mais il y a plein d'autres problèmes, effectivement, de sens. Ça, j'ai une vraie question, une vraie réflexion là-dessus, c'est que en fait, si tu veux, presque, ma parole, elle ne va même pas aux gens qui galèrent déjà, parce qu'en fait, je peux pas en vouloir. Je trouverais ça totalement à côté de la plaque, et même dangereux d'en vouloir au chauffeur Uber qui a 3 jobs, et qui fait 15 000 trucs pour nourrir, ses enfants, payer les études de ses gosses, et de lui dire, mec, en plus, toi, t'es pas écolo, t'es pas zéro déchet, ça, c'est hyper dangereux. Donc, en fait, pour moi, il faut se dire que dans tous les cas, le discours il faut bouger, pour moi, je le fais prioritairement, aux privilégiés, parce que c'est 10% de la population qui émet 52% des émissions de gaz à effet de serre. Donc, en fait, mais même, tant pis, tu vois, pour ceux qui sont pas privilégiés, s'ils sont pas dans l'écologie maintenant, parce que c'est même pas eux le problème, c'est même pas eux qui polluent le plus, et c'est eux qui payent les conséquences en premier. Donc en fait, c'est pour ça qu'aussi tu peux avoir un discours qui bouscule prioritairement ceux qui sont privilégiés, parce que j'ai même pas envie de bousculer ceux qui ne le sont pas. Ouais. C'est pas leur faute, et ceux qui payent. Donc en fait, on s'en fout, tu vois. Je veux dire, heureusement qu'en plus on n'est pas en train de leur mettre la pression sur leur geste du quotidien, sur ces trucs-là qui sont anecdotiques dans des chiffres, dans des proportions. C'est pas eux qui polluent vraiment, et c'est eux qui se tapent les montées des eaux quand on pense global, qui se tapent les sécheresses. 1 million de pauvres en plus avec bien sûr, qui vivent près des usines et qui se tapent du coup des problèmes respiratoires après et tout ça. Donc en fait, c'est vraiment important de se rendre compte que la question de justice sociale et climatique, moi j'avais 20 ans, mais j'ai cru pendant un moment que je devais choisir entre les deux, parce qu'au début j'étais plus sur la cause sociale, et très vite j'ai rencontré Oxfam, Cécile Duflot, et en fait ils m'ont totalement changé mon regard, et j'ai dit ok, en fait t'inquiète, il faut qu'on aille taper ceux qui ont le pouvoir aussi. Et c'est deux conséquences d'un même problème, en fait. Notre rapport de domination sur tout. Forme d'oppression. Mais... Ouais, d'oppression, de domination sur tous les... Non, je disais ça juste pour nuancer sur le côté, c'est délicat de dire à quelqu'un qui a pas beaucoup d'argent et qui en a manqué toute sa vie, et qui sait quand même en partie, même si ça peut être amplifié de fantasmes, que ça peut clairement améliorer son quotidien, quoi. Mais voilà, mais on est d'accord sur le... Non, t'as raison. C'est des terrains casse-gueule, et effectivement, sur YouTube ou les podcasts, tu peux... on parle à tout le monde, quoi. Donc Mais c'est comme le progrès que j'étais en train de développer sur l'écriture que je faisais, en disant à la base c'est cool. En fait, c'est juste que ce qu'on pensait faire notre santé nous rend malade aujourd'hui. C'est comme si l'abondance nous rendait pauvres, en fait. Ouais. Dans l'idée, tout le progrès qu'on a eu, l'idée c'est pas de cracher dessus et de dire ça a servi à rien, c'est nul. Moi là aujourd'hui, l'agriculture intensive, qui est quand même un peu mon ennemi en soi, je suis là sûrement peut-être grâce à ça, quoi, parce que ça a à un moment donné permis de nourrir plein de gens, sauf que on est allé trop loin, et c'est ça qu'il faut qu'on se rende compte, c'est qu'on a fait pas binaire, et c'est de la nuance et de la complexité. Et qu'on on a dépassé des limites à ne pas franchir, des limites planétaires, et en fait ça
ça nique tout, quoi. Et si par exemple cette idée, tu pouvais l'infuser dans la tête des gens, justement comme dans Inception, dans un film, parce que justement tu rêves d'être actrice ou comédienne et de travailler notamment dans le cinéma, et un peu comme Cyril Dion. J'hésitais aussi à dire entre la Greta Thunberg française, le futur Cyril Dion. Ah, ok, là. Mais deux personnes que j'aime très très fort en plus, donc c'est ça. Et je trouve que un peu comme Julien Vidal aussi, vous avez tous les trois un verbe et un phrasé qui sont hyper limpide, et c'est hyper agréable parce que ça t'es là. Mais oui, c'est ça que je pense en fait. Mais oui. Donc ça fait trop plaisir d'avoir Puis en général, de toute façon, les mouvements sociaux, on l'a vu avec les Gilets jaunes ou autres, ils choisissent historiquement et sociologiquement tout le temps des représentants qui sont souvent très charismatiques et capables de s'exprimer très clairement et de revendiquer leurs idées. Bon, je dérive du coup complètement. Mais du coup, en tout cas, comme Cyril, tu parles beaucoup de l'importance de raconter des histoires, et du coup, c'est là qu'il y a un parallèle énorme qu'on ne verrait pas forcément entre l'écologie et le cinéma. Pourquoi ? C'est un peu à cause de lui, en vrai. Un tout petit peu à cause de lui. Même lui, c'est un peu à cause de Rob Hopkins, je pense, ou d'autres. Donc Non, mais en fait, c'est parce que en fait, pour moi, c'est la meilleure manière de convaincre les gens, déjà, premièrement. Pragmatiquement, c'est quand on te raconte une histoire, et qu'en fait, j'ai vu empiriquement que quand j'étais là à dire des chiffres et à parler aux gens avec le petit rapport que j'avais lu, parce que moi, ça me passionnait, parce que j'ai une passion bizarre pour en fait comprendre le vivant. C'est comme quand t'as une maladie et que t'as un diagnostic, des fois ça te soulage, ce qui est extrêmement bizarre parce que c'est pas forcément une bonne nouvelle, mais t'as un peu ce premier sentiment de presque et en fait c'est ça pareil pour apprendre. Et donc du coup moi, les rapports, les trucs hyper flippants, les gens sont là mais t'es pas déprimé, je dis si un peu, mais en fait de savoir et de comprendre donc c'est ça, quel truc et tout, ça me rassure. Et donc voilà, bon bref, mais j'ai compris que c'était pas du tout le cas de tout le monde et qu'il y a plein de gens que ça ennuyait. Et j'étais je devais faire l'avant-première d'un festival, et en fait c'était un festival de films, et je leur ai dit mais venez, je fais pas un discours, est-ce que je peux essayer un truc un peu plus artistique, parce qu'on est dans un truc d'art, est-ce qu'il y a une fille qui peut pas faire du violon? Ils ont dit ok, vas-y, on a trouvé une fille qui fait du violon. Et vraiment c'était nul, objectivement on n'avait pas répété, elle jouait back derrière, moi je faisais mon discours, c'était voilà, on va pas se le cacher, elle était brillantissime, mon discours était cool, mais les deux on n'avait pas du tout, mais il y a tellement de gens qui sont venus me voir à la fin en disant j'ai pleuré, truc de donc c'était pas nul du tout. Non, c'était nul, mais ça avait eu un impact de ouf sur les gens. Et du coup je me suis dit attends, si on fait ça en mode si on taffe et qu'on fait ça un truc super bien, ça peut être ouf. Et donc là c'est là où on essaie c'est là où maintenant je taffe là-dedans, quoi. Ouais. C'est de me rendre compte que en fait c'est vachement on est trop dans la tête, on est trop en train de convaincre avec des chiffres, des livres, des arguments. Ouais. Et que l'écologie, non seulement c'est un truc qui nous dépasse complètement, donc on peut pas rester que là-dedans parce qu'on peut pas tout appréhender, et aussi parce que comme tu le disais, on a besoin d'amour, ce combat-là a besoin d'amour, et donc en fait il faut que ce soit un élan qui vienne du ventre. C'est tellement démentiel que c'est pas rationnel de se dire je suis vivant dans un monde qui se meurt et donc je vais continuer à essayer de protéger ce truc-là. Si on réfléchissait, il y a 10 milliards de raisons de pas le faire et de dire venez on profite, on prend le 4x4, tant pis pour les autres, quoi. Et en fait, il faut faire naître ce sentiment-là dans le fond du ventre des gens, et ça, il y a que l'art qui peut le faire pour moi. Parce que des rapports comme ça, il y a peu de gens qui ça touche, mais par contre, on a tous déjà chialé devant un film, alors qu'on sait que c'est faux, que ça dure 2 heures. On est tous déjà tombés amoureux d'un acteur ou d'une actrice de malade. Je veux dire, c'est dingue le nombre l'émotion que ça peut nous procurer l'art, quoi. Je trouve ça fou, et c'est universel, vraiment. C'est partout, dans toutes les cultures, toutes les formes d'art, ça nous procure des trucs de malade dans nous. Donc des fois on est en bad, on écoute une musique, je sais pas, vous avez 2 milliards d'exemples. Mais je me suis dit, viens on utilise ça, je me suis dit, plein d'autres gens qui ont pensé avant moi, mais je me suis redit, il faut utiliser ce pouvoir-là pour faire passer des idées qui ont un impact. Et si on arrive à faire ça, ça peut être ouf. Ouais. Et du coup, ce que j'essaie de travailler, c'est de pas montrer aussi qu'un truc à fuir, dire il y a ça, il y a ce monde-là à fuir, mais montrer ce vers quoi on peut aller, créer cet élan. Et pour ça, l'art a un pouvoir de dingue, clairement. Et les histoires ont un pouvoir de dingue. C'est clair. Parce que effectivement là on nous dit le monde se casse la gueule, et on est là mais ok, mais pour aller vers où, les cavernes, je sais pas quoi, évidemment non. Mais je pense que effectivement ce que tu dis c'est hyper intéressant, c'est aussi au niveau biologique et cérébral que ça se joue. À mon avis, on est clairement principalement mu par notre inconscient et par notre instinct de survie primitif et qui est père du coup émotionnel, quoi. Il y a un lion, il y a un danger, j'ai peur pour moi, je vais fuir, quoi.
et beaucoup moins par notre cerveau rationnel qui représente une toute petite partie et qu'on se raconte que c'est ça qui comprend. Voilà, c'est la théorie économique aussi, c'est qu'on est un homo economicus hyper rationnel, alors que pas du tout, clairement. Et donc c'est aussi comment on place nos valeurs. Ouais. Vas-y, pardon, t'avais une question, mais je pense à un autre truc. Et du coup, c'est là que t'as fait, j'imagine, votre vidéo Réveillons-nous, qui a cartonné sur YouTube, Facebook et partout. Ouais. On avait regardé une série. En plus, c'est tous nos épisodes, c'est un truc qu'on a vu culturellement, et après avec Solal, on était en mode, waouh, faut qu'on fasse un truc de ça. C'était Years and Years. Je sais pas si t'as vu mais regardez toute cette série incroyable. C'est genre l'effondrement des parasites, mais version plus proche de nous. C'est un truc américain, mais genre vraiment c'est super court Ok, c'est sur YouTube, je sais pas si elle est sur YouTube. Oui, je pense après elle est pas facile c'est facile à trouver. Okay. Mais et donc on voyait ce truc là et à un moment donné, il y a une grand-mère qui fait un discours en disant avec ses petits-enfants en disant c'est de votre faute en fait, hein. C'est de votre faute, hein. Et tout le monde est en mode mais quoi, n'importe quoi. Non, ils disent mais si, c'est vous qui avez acheté les t-shirts à 1€. C'est vous qui avez fait ça en fait. Et c'était le discours culpabilisant de base que on nous vend tout le temps comme un truc à pas faire. Tu vois, dans le mouvement écolo, il y avait ce truc là de dire faut pas être culpabilisant et tout. Et c'est fou parce que je disais à Solal, attends, c'est trop bizarre parce que ça c'est un truc qu'on nous dit faut vraiment pas le faire. Moi j'étais en train de dire la bienveillance c'est important et tout. Et en fait, ça m'a fait chez moi un effet de merde, ça m'a réveillée. Et je me suis dit en fait, ça peut un peu marcher, faut le faire habilement. Et donc j'ai essayé d'écrire un texte là-dessus pour dire c'est de notre faute aussi parce qu'on s'est laissé endormir. C'est pas de notre faute, on n'était pas conscient, mais on est responsable de par notre endormissement. Et donc du coup, on se doit, on a la responsabilité de se réveiller, de se révolter, d'être indigné. Et je me suis dit c'est touchy comme texte, Camille. Tu t'embarques dans un truc, tu sais pas forcément une bonne idée. Mais du coup, je vais le faire sur une chaîne avec 0 abonnés, on va tenter, puis au pire c'est un bide, personne ne le verra, tu vois. Et là, ça nous a un peu échappé et c'est parti en live. Mais du coup, c'est un peu ce truc-là avec Pensée Sauvage, c'est qu'on essaie de faire des fictions qui impactent le réel et d'avoir. Là, j'ai trop peur. On a écrit une prochaine vidéo sur la désobéissance civile. Et il y a des trucs, je me dis, oh, là, genre je me mets en danger à chaque fois. Et parce que je donne des idées qui me paraissent à la fois où je suis convaincue que c'est vrai, en même temps c'est un peu sur le fil de, je sais pas comment ça va être perçu. Et souvent dans ma vie, les trucs qui m'ont fait le plus peur, c'est aussi ce qui a le plus eu d'impact, qui m'a bousculé. Donc voilà. Mais Pensée Sauvage, en gros, pour résumer très rapidement l'idée, c'est ça, c'est de se dire, on veut des fictions qui recrée ce lien entre les gens qui sont un peu endormis, qui ont, tu vois, l'écologie c'est un peu un truc loin, tous les milliards d'associations de gens militants qui ont plein de solutions, qui se bougent, qui ont plein de trucs, et de créer cet élan. Et donc on veut pas réinventer. Il y avait plein de gens qui me disaient mais je fais quoi après et tout. On a dit mais nous on est juste cette courroie de transmission. Donc maintenant on a décidé que sur chaque épisode on travaillait avec des assos locales sur les thématiques pour avoir un truc qui impacte le réel. Donc ça c'est trop cool. Et que ce soit pas juste un discours inspirant. Non, mais en même temps on veut pas nous en même temps dire on va faire un discours inspirant, plus on vous donne une solution, plus il y a des gens qui le font, il faut qu'on se répartisse, il faut qu'on soit organisé. Nous on crée l'élan et après paf, on vous dit il y a tel truc, désobéissance civile, enfin on a fait un truc et après on dit paf, maintenant il y a XR, la ronce, plein de manières de désobéir fertilement, enfin faites ce que vous voulez. Et donc on redirige vers ces trucs là. Donc ça c'est vraiment notre rôle. Et le deuxième rôle, mais peut-être qu'on en parlera un autre jour, c'est on parle des histoires, du pouvoir que ça a de créer des émotions, mais il y a aussi un autre pouvoir de dingue, c'est de changer le récit dominant. Et ça c'est pour moi ça va ensemble parce que je vais rebondir sur d'autres trucs là. Juste avant, j'ai pas précisé, mais effectivement c'est principalement toi qui dis un texte, du coup dans ton décor de montagne qui est juste sublime, avec du coup une danseuse à côté qui anime et qui vit ce que tu dis et qui du coup permet de rassembler un peu l'écologie et l'art quoi. Oui, ça c'est un truc dont j'avais pas explicitement conscience, alors que pourtant je l'ai clairement étudié en prépa éco. Mais ouais, il y a plein de choses qui nous gouvernent qui sont des croyances, tu vois. L'État, ça existe pas en fait, c'est une croyance et c'est bien d'avoir des croyances collectives et c'est ça qui permet de structurer une société, d'avoir la monnaie, c'est une croyance, enfin, c'est des billets, maintenant même pas, c'est digital et le capitalisme c'est pareil. Et là où le capitalisme est ultra fort, c'est que il détruit et il se réapproprie tous les discours alternatifs et du coup qui nous laisse croire qu'il y a aucune autre possibilité que le retour au Moyen-Âge quoi. Alors que justement il y a tellement de futurs possibles et imaginables et de futurs souhaitables comme le dit l'Institut par exemple ou Julien Vidal avec les 2030 glorieuses et
Et une fois que tu vois d'autres futurs qui sont possibles, parce qu'en fait, t'es là, mais comment j'ai pu imaginer qu'il y avait que cette option-là de, on continue à foncer dans le mur et puis à la fin on va tous mourir. Bah non, en fait, enfin, il y a tellement d'autres scénarios qui sont possibles, mais il faut des gens qui nous les racontent, quoi, parce qu'on y pense pas. Mais c'est totalement ça. Et en fait, moi, ça me fascine, cette question des mythes. Parce qu'en fait, je trouve que le problème dans nos sociétés, c'est qu'on a pris nos mythes pour des réalités et inversement. C'est-à-dire que là, le capitalisme, on te dit, c'est une grande machine, non 2 fois, où j'ai des dirigeants qui m'ont dit, non mais, c'est un paquebot, on peut pas l'arrêter, c'est trop tard, et c'est Covid. En 24 heures, tous les avions sont cloués au sol, on arrête des entreprises de produire, on cloue des gens chez eux. On peut, alors, je suis pas épidémiologiste, je déteste ces gens qui sont en mode on aurait dû faire ça, j'en sais rien, ce qui marche mieux, qu'est-ce qui est mieux que le couvre-feu, que le confinement, ce qui est certain, le seul truc dont je suis certain, c'est qu'on a agi parce que je l'ai vu dans mon quotidien et on a agi quand même assez radicalement. On a fait des trucs de ouf en termes de réduction de liberté, on n'était pas sur des terrasses chauffées en moins, on était sur t'as pas le droit de sortir de chez toi. Enfin, quand les gens sont là en mode mon Dieu, on va devoir avoir des repas végétariens à la cantine. Quelle liberté bafouée. Juste, on en parle des autres libertés. En fait, il y a une menace qui pèse sur nous. Ok, il y a des gens qui meurent, il y a des plus âgés, des plus vulnérables qui meurent par un virus. On agit en tant que société. Cool. On est d'accord. On n'est pas d'accord sur la manière de faire. On est tous d'accord il a fallu agir à un moment donné. Bah là, il y en a une menace démentielle, des gens qui meurent, beaucoup plus. 50 000 chaque année juste de la pollution de l'air en France. Toutes les autres conséquences. Et on n'agit pas. Et on est là en train de nous dire, mais en fait, c'est une croyance. Et c'est ça qui est fou. C'est que, moi on me dit souvent mais comme si c'était une idéologie, donc j'arrive même pas à le dire tellement ça m'embête, comme si l'écologie c'était une idéologie, tu vois, comme si c'était un truc qu'on croyait, mais les potes, c'est des réalités physiques, biologiques, chimiques. La Terre a des limites planétaires qu'on ne peut pas dépasser, c'est juste un fait. Je voulais le repréciser tout à l'heure, mais c'est vrai que toi, au Greta, en fait, tout ce que vous dites, c'est non mais les gars, écoutez la science en fait. C'est pas on a 18 ans, on a peur pour notre futur. Non, en fait, c'est des rapports scientifiques qui le disent et il y a consensus. C'est plutôt les élites économiques et politiques qui les écoutent pas. Qui les écoutent pas, mais c'est complètement scientifique. Et c'est totalement sur quoi on s'appuie tout le temps. Et en fait, c'est ça, c'est que ça, on a cru que c'était comme un truc dont on pouvait débattre et tout. Et on peut débattre des solutions. Donc, il y a des espaces de débat démocratiques trop intéressants, comme la Convention citoyenne pour le climat, où on se dit, ok, il y a ces réalités-là, il y a ces limites-là. Maintenant, en tant que société, qu'est-ce qu'on décide de faire? Est-ce qu'on décide de faire balèque pour les gens d'après, pour ceux qui meurent, on profite entre nous? Et pourquoi pas? Je veux dire, si c'est décidé collectivement. Le problème, c'est que c'est pas du tout décidé collectivement. Et que c'est pourtant la direction qu'on prend. Mais il y a des espaces de débat sur les solutions et sur les trajectoires qu'on prend en tant que société. Très bien. Mais ce qu'on oublie, c'est qu'il y a des réalités et que ça, on les prend pour des mythes. Et à l'inverse, exactement comme tu disais, on les prend pour des mythes au nom de mythes, au nom de réalités qui sont en fait des mythes. Ça a l'air compliqué, mais en fait, c'est assez simple. Et typiquement, l'économie, ça en est une. Enfin, le capitalisme, le billet 10 € vaut 10 € parce qu'on a dit ça vaut 10 €. Si demain on se dit les potes ça vaut plus 10 €, c'est un bout de papier. Ah mais il y a plein de pays, Venezuela, en Argentine, quoi, ou même là aux États-Unis. Alors je sais plus ce que c'est la stat, mais c'était vertigineux. Je crois que j'ai peur de dire une bêtise, mais c'est pour vous donner un ordre d'idée. Je crois que 40% de tous les billets de dollars qui ont jamais été imprimés dans l'histoire, ça a été là depuis quelques années, quoi, et notamment avec le Covid. Mais où du coup, voilà, la valeur de l'argent ne vaut plus rien et les gens travaillent c'est une sorte d'impôt indirect caché, quoi. Bien sûr. Mais en fait, c'est qu'on a créé, parce que même la manière dont il y a un gars que j'adore qui s'appelle Éloi Laurent là-dessus, qui est un économiste de ouf, okay, et qui raconte ça, en fait, les indicateurs. C'est un truc qu'on apprend souvent en disant, mais là, juste la croissance, on dit que on prend toutes nos décisions politiques, toutes nos sur cette fameuse croissance qui est mesurée comment. La croissance, en fait, il faut bien comprendre que on n'est pas contre. Les écolos sont pas un truc de dire oui, vous êtes anti la croissance, mais ça veut rien dire la croissance. C'est juste comment est-ce qu'on la mesure. Moi, croître en bonheur, en équité, en justice, de sorte qu'il y ait moins d'inégalité, mais go, venez, on fait plein de croissance, c'est trop cool. Sauf que aujourd'hui, on questionne pas les mots et on oublie qu'elle est mesurée. Elle est mesurée de manière très pragmatique par un indicateur qui s'appelle le PIB, le produit intérieur brut, et que c'est nul. Enfin, je veux dire, il y a plein de trucs qui ne vont pas. Là-dedans, t'as l'armement, donc tu vends plus de missiles à l'étranger. Il y a une marée noire, c'est parfait pour le PIB. On est en croissance, donc c'est super. Parce que du coup, ça crée, il faut un peu de l'énergie, il faut des gens pour aller ramasser les trucs. Enfin, c'est une bonne nouvelle. T'as plus de gens malades, ça fait marcher les laboratoires pharma. Totalement. Donc en fait, la manière dont elle est mesurée n'est même pas du tout géniale. Il y a plein d'autres sujets passionnants là-dedans. Je vous invite à lire ce gars, c'est ouf. Et en gros, il explique aussi que lui, il aimerait bien remettre les indicateurs
éducateurs sur le bien-être et en fait sur la santé et remettre la santé au cœur de ce truc-là. Et en fait, dans ce cas, on prendrait nos décisions qui optimiseraient la santé. Donc ça peut être la santé mentale, ça peut être la santé, ça peut être très très large. On peut le voir différemment oui, même la santé des non-humains. Bien sûr. Et donc en fait, exactement. Typiquement, ça permettrait d'inclure beaucoup plus tous les espèces non humaines dans notre système de valeurs. Et donc ça, c'est vraiment intéressant. Et une autre chose intéressante que j'aime bien dans ce truc-là, des mythes et des croyances. En fait, moi, j'ai fait un peu de philo. J'étais en bicursus avec la Sorbonne en philo. Et le seul truc utile vraiment de ça, c'est que ça me permet de me rappeler que tu peux toujours un peu questionner les termes. Tu sais, t'as le truc, la liberté est-elle, je sais pas, opprimable? Bon, ça n'existe pas, nul comme question. Mais tu peux redevenir sur la liberté et tu dis, qu'est-ce que la liberté? En fait, c'est ça. Et constamment, se rendre compte que ce qu'on nous dit pour être des choses qui briment notre liberté, questionner qu'est-ce que pour vous la liberté? Quand on dit, oh là là, il y a des repas végétariens, on opprime notre liberté de manger de la viande. Mais en fait, est-ce que ta liberté de pouvoir avoir accès à manger, parce que par le fait qu'on mange beaucoup trop de viande, il y a des gens qui aujourd'hui meurent de faim, on utilise trop de terre, et donc en fait, donc est-ce que c'est pas peut-être une liberté plus grande? Est-ce que la liberté d'avoir un air pur, elle est pas supérieure à la liberté de pouvoir avoir des terrasses chauffées? Et en fait, quand tu dézoomes un peu et que tu re-questionnes les termes, tu te rends compte que c'est pas du tout aussi immuable que ce qu'on pourrait croire. Ouais, moi récemment, c'était aussi sur la croyance, mais aussi on est matraqué dans les médias et par les gouvernements par ça, que croissance amène emploi. Oui. Et j'étais là, mais... Ça, c'est un gros sujet. Et c'est cool parce que moi je l'ai appris en cours, donc voilà, je suis un bon petit élève scolaire, etc. Et je l'avais jamais vraiment questionné jusqu'à ce que je me dise, mais c'est complètement bullshit. Et puis si le but c'est l'emploi, vas-y, on fait une politique directement pour l'emploi, et peut-être que ça passe par de la croissance, peut-être que ça passe par autre chose, mais de dire ok, go croissance parce que on vous fait croire que ça nourrira l'emploi. Non, en fait, il y a 1000 manières de favoriser l'emploi sans... Puis cette croissance capitalisme détruit beaucoup d'emplois. Amazon ne détruit plus d'emplois qu'il n'en crée. Et inversement, il y a des milliards d'emplois, les emplois verts, là, dont on parle par exemple, qui pourraient être créés grâce à la transition écologique. On a besoin énormément de gens qui vont mettre les mains dans la terre, et en fait, on peut créer des emplois grâce à cette transition. Donc, c'est un imaginaire qui est complètement faux, complètement. Ouais, je crois que pour Amazon, c'est, pour un emploi créé, il y a 4 à 5 emplois locaux qui sont détruits. Donc oui, l'argument de t'aides un entrepôt Amazon à s'implanter près de chez toi, il marche sur le très court terme parce qu'ils vont te faire un effet d'annonce de ok, on va embaucher, j'en sais rien, 1000 personnes, mais tu comptes pas Bien sûr, exactement. tous les petits commerçants qui vont mettre la clé sous la porte à côté, quoi. Dans le mouvement des jeunes pour le climat, en l'occurrence, il y a Greta, Adélaïde ou toi, il y a énormément de femmes. Tu te rappelles le jour, tu peux nous raconter le jour où t'as fait le lien entre l'écologie et le féminisme? Vraie question. Le jour où il n'y a pas un moment comme ça où je me suis dit il y a un truc à faire, mais c'est plus en fait c'est une question sur laquelle moi je suis beaucoup en off en train de me renseigner, parce que j'ai un peu ce truc de, avant de devoir parler, on dirait pas comme ça, mais j'ai mis longtemps à vraiment apprendre sur l'écologie et à juste lire plein de trucs, parce que j'ai trop peur d'être maladroite, et puis il y a trop de gens qui parlent avant de savoir de quoi ils parlent, quoi. Et ça, je trouve ça très dangereux, tu vois. Mais donc du coup, très dangereux. C'est important qu'on ait des espaces démocratiques de pouvoir donner notre avis, mais c'est juste que quand on le fait de manière dogmatique, et surtout quand on a une influence. Oui, le dire au moins avec une posture d'humilité voilà mon opinion aujourd'hui, mais voilà mon niveau de connaissance aussi, quoi. Donc ça fait un moment, en fait, quand même, mine de rien, même si j'en parle pas beaucoup. Et j'ai compris que c'était un sujet pas vraiment abouti dans les consciences quand sur un plateau en Belgique, j'étais avec Adélaïde, et c'était après une manif qu'on a fait avec Greta devant la Commission européenne pour la loi climat. Et en fait, en gros, j'avais dit oui, mais les femmes sont les premières victimes du réchauffement climatique. Et ils avaient titré ça en mode, c'était genre the grosse nouvelle, et tout le monde était un peu en mode, je m'étais fait insulter sur les réseaux de malades derrière et tout, et je me suis dit, attends, mais c'était pas révolutionnaire quand même comme idée, vous êtes un peu au courant que même l'agriculture à la base c'est un truc de femmes, c'est elles qui ont nourri. Vandana Shiva en parle 15 000 fois mieux que moi, qui parle de ce rapport à la terre qu'on avait, qui parle que c'est elles aujourd'hui qui vivent les conséquences en premier, et genre j'étais là, mais pour moi tout le monde le savait, quoi. Donc et non. Et que c'est les plus pauvres qui subissent le plus les conséquences, et que les femmes sont plus pauvres que les hommes. Le nombre de liens que tu peux faire dans l'écoféminisme est assez dingue. Le nombre de et puis surtout qu'en fait après quand tu dézoomes, c'est juste que tu te rends compte que c'est notre système de valeurs aujourd'hui basé sur le capital. T'en parles mieux que moi, mais qui explique ça, et qui en fait qui a créé un rapport de domination sur
toutes surtout, enfin, sur la nature, sur les femmes, sur le plus précaire, et qu'en fait, on est quelque part, c'est des conséquences d'une même cause. Et que donc s'attaquer à la cause, t'influe aussi différentes conséquences. Ah, trop bien. Parce que ce matin, juste avant l'interview, il y a un bout de une vidéo, un extrait de ma vidéo avec Lorraine Bastide sur le féminisme qui est sorti sur justement trois armes contre le patriarcat. Et il y a un des commentaires qui va où justement le gars était là, mais je préférais quand tu parlais d'écologie, tu racontes n'importe quoi, tu t'es perdu, Pierre, aucun rapport, tu dis que des conneries. Et j'ai envie justement d'aider à faire beaucoup plus de ponts entre ces différentes causes, parce que ouais, ton rapport au monde, il est forcément c'est pas imperméable entre l'écologie et le féminisme et toutes les autres luttes, et que oui, enfin la source du problème, c'est un système de domination et d'oppression, mais qui peut s'appliquer autant sur les étrangers que sur certaines religions, que sur certains sexes, que sur les gros, les trans, etc. quoi. Exactement. Non, c'est important en fait, c'est important pour moi d'avoir conscience de ça, de comprendre et d'en parler, mais je veux pas apporter tous les sujets, non pas parce que ça m'intéresse pas, mais parce que j'ai un espace mental très limité, et que donc du coup, en fait, voilà, ça m'occupe, mais j'essaie de toujours donner la parole à d'autres gens qui peuvent porter ces trucs-là, et c'est trop bien, c'est ce que tu fais avec ta chaîne, c'est ça l'idée, en fait, c'est aussi de dire, voilà, ta quête de sens et changer le monde, on peut pas changer juste une petite partie du monde, ce serait trop bizarre et hyper schizophrène, mais en fait, du coup, on a besoin de changer tous les pans, et donc donne la parole à ceux qui le font parce qu'ils se sont spécialisés et ont un peu d'expertise sur un domaine. Et puis c'est la moitié de l'humanité, quoi. Enfin, si cette moitié de l'humanité arrive déjà c'est injuste, mais si en plus elle arrive à reprendre son pouvoir et à se défaire de ce système de domination, encore une fois, voilà, c'est pas anti-homme, c'est anti-patriarcat, un système dont les hommes sont parfois aussi victimes, pour les gens pour les commentaires critiques simplistes. Mais du coup, ouais, si on a, je sais pas combien on est sur Terre, 7-8 milliards, si t'as la moitié des femmes qui prennent ce pouvoir en main et qui sont souvent aussi beaucoup plus sensibles à l'écologie, la transition écologique, en tout cas les changements écologiques iront beaucoup plus vite, quoi. Exactement. Et aussi, quel intérêt de juste sauver, c'est important de pas comprendre l'environnementalisme et l'écologie, en fait, quel intérêt d'avoir un monde, je veux dire, est-ce qu'on a vraiment envie de se battre pour un monde où, ok, on peut encore survivre, mais c'est aussi merdique que ça, il y a autant d'inégalités, autant de gens qui sont dans la galère pour un petit nombre, il y a autant de gens opprimés parce qu'ils décident d'aimer quelqu'un ou ils se sentent différemment au fond d'eux, je veux dire, non. Donc dans ce cas, flemme, tu vois. Quitte à créer une société, autant repartir sur des bonnes bases. C'est tout notre manière d'être au monde qu'il faut changer. Et on peut pas non plus demander aux gens de changer leur manière de voir les animaux, de voir l'espèce non humaine, de traiter cette nature si avec leurs voisins ils sont totalement violents, quoi. Je veux dire, ça c'est pas possible, c'est pas envisageable, ça ne marchera pas, juste factuellement ça ne marchera pas. On a besoin aussi de changer notre rapport d'être entre nous pour changer notre rapport d'être au monde des espèces non humaines, c'est primordial. J'avoue, moi ça me choque à quel point et moi le premier en tant que mec, même si on dérive un peu de sujet, j'ai mis du temps, et je pense que je mets encore beaucoup de temps à prendre conscience de l'ampleur des dégâts. Et que du coup je comprends très bien aussi pourquoi la majorité des mecs ne comprend pas le problème ou ne le voit pas, parce que c'est invisible à nos yeux. Mais du coup moi ça m'intéresse trop et après je fermerai ce chapitre, justement le fait de désapprendre, en fait, et de déconstruire. Et comme on le fait pour l'écologie, une fois que tu l'as fait dans un domaine, c'est beaucoup plus facile de le faire dans d'autres domaines, et en plus il y a plein de parallèles de ouf. Justement, sur quoi t'as changé d'avis récemment? Trop bien cette question. Pas récemment, mais du coup je vais réfléchir un peu pour récemment. Mais pas récemment, c'était mon seul déclic que j'ai vraiment vécu comme un déclic en mode wow. C'était l'avion. Ça c'est vraiment le truc qui m'a où il y a des gens qui étaient là en mode meuf, tu fais des trucs et tu prends grave l'avion. Moi j'étais en mode vous êtes chiant. Vraiment je me défendais de ça, j'étais mal et tout. C'était vraiment un truc très agréable. Et j'ai eu un sort de et ça a même, je vais pas entendre, c'est assez personnel, mais ça a changé des choses dans ma vie assez énormes. Ça a eu des impacts sur des relations que j'avais vraiment fortes. Ça a vraiment changé ma vie de avoir ce déclic là, quoi. C'est le truc qui a le plus impacté ma vie, en fait, de réaliser. Et c'est un truc de privilégié total, hein. Mais oui, je crois qu'il y a que 3% des gens dans le monde qui prennent l'avion. Et en fait, c'est pour ça qu'on est là en mode oh là là, mais c'est que 4% des émissions. Normal, on est 12 à le prendre. Donc en fait, à un moment donné, je veux dire.
En fait, j'avais fait le calcul de mon empreinte carbone. Et vraiment, j'étais en plus vachement dans l'écologie individuelle. Quand j'habitais en Finlande, j'étais dans un truc vraiment hyper genre je mangeais, j'étais végane, 100% zéro déchet, tout et même d'ailleurs ça, là où c'est intéressant, c'est que j'étais super malheureuse, j'exagère, mais en vrai ça me rendait un peu aigrie et à fleur de peau, parce que t'étais tout le temps dans le contrôle, quoi, et pas agréable avec les autres gens sur ce sujet de l'écologie. Donc c'est un autre sujet. Mais du coup j'ai un peu lâché prise, heureusement, sur certains trucs, tout en restant hyper cohérente, mais en me flagellant pas. Si il y a une bouteille en plastique, que j'ai oublié ma gourde et que j'ai soif, je vais acheter une bouteille en plastique. Oui, vous pouvez m'avoir croisé dans la rue. J'ai quand même reçu des messages de gens. C'est hallucinant. Après je reviens sur le sujet, mais juste le jugement des gens sur des petits trucs. J'ai accompagné même une pote, pour des achats de Noël à Uniqlo, et j'en reçois des messages de gens en mode Camille, je t'ai vu en sortant de Uniqlo, toi tu vas dans un truc de fast fashion une fois, enfin un peu un truc, tu sais, mais genre comme si du coup tu devais ta vie devait être genre je peux accompagner des potes, et si j'ai soif, pareil, une fois j'avais oublié ma gourde, je mourrais de soif, j'ai acheté une bouteille en plastique. Des gens qui m'ont envoyé des messages après en mode on t'a vu dans le train avec une bouteille en plastique. Est-ce qu'on peut juste parler en termes de proportion, c'est ça. Juste et aussi de changer le système versus être un citoyen modèle, quoi. C'est super important d'être cohérent, et je le fais au maximum, évidemment, mais de temps en temps on peut se planter, et c'est humain, quoi. Mais bon, bref, tout ça pour revenir à l'avion. Et l'avion, c'était ça, j'avais pas conscience de ça. Moi je le vendais un peu comme un truc comme ça, en mode on peut pas être parfait et tout. Sauf que là, encore une fois, c'est une question de proportion, de chiffres, très concrètement. Là, c'est pas juste un petit pas de côté. Oui. C'est pas juste tu manges de la viande une fois par semaine, quoi. Un aller-retour Paris-Bali, c'est 5 tonnes de CO2 par passager. Le GIEC nous dit les fameux 1,5 degrés qu'on entend partout, les fameux la COP21, tout ça. Il faudrait pas émettre plus de 2 voire 1,7 tonnes de CO2 par Français. Comment est-ce que tu veux, en faisant un aller-retour où tu prends 5 tonnes, c'est juste impossible. Donc démentiel, la pollution, c'est démentiel le nombre l'émission que ça émet, et puis toute la pollution autour de ça. L'aviation, c'est un truc de malade. Et en plus on croit qu'on va avoir l'avion vert et que ça ne marchera pas, ce sera développé, peut-être des prototypes dès 2035, et encore ça, l'hydrogène qui est extrêmement problématique pour plein de raisons, et ce sera même pas commercialisé. Ça ne marchera pas. Donc tous les experts sont d'accord, un peu sérieux, pour dire que c'est pas du tout une projection viable. Et là moi je me suis pris ça dans la tronche en me disant, en fait, si tout le monde vivait comme moi, il faudrait 5 terres, donc autant qu'un Américain moyen. Donc le type qui va au McDo, qui prend son 4x4, qu'on a pas franchement grand chose à foutre. Et je suis là à lui donner des bonnes leçons. Et ça m'a fait flipper. Vraiment, j'étais là. Waouh. En fait, c'est juste pas possible. Et vraiment, à partir de ce jour-là, j'ai plus pu monter dans un... je suis pas remontée dans un avion, quoi. Depuis. Et après, encore une fois, je comprends s'il y en a qui ont vraiment leur truc de leur vie, et c'est pas pour dire à tout le monde ne prenez plus jamais l'avion, si vous prenez l'avion vous pouvez pas être écolo, mais c'est juste que on sous-estime le pôle d'émission de ce truc-là dans nos vies. Et à quel point ça annule tous tes efforts que tu fais ailleurs, en fait. Démentiel, c'est démentiel. Vraiment, l'aviation, c'est le pire en plus, c'est que c'est le décollage et l'atterrissage qui émettent le plus, donc même si c'est pour aller pas très loin, tu prends tellement d'émissions dans la tronche, et c'est horrible parce que c'est tellement, quand tu commences un peu à creuser, c'est une volonté politique, c'est-à-dire que ça ne rapporte pas du tout à l'État, et que c'est ponctionné d'argent public dans des petits aéroports où il y a très très peu de gens. Il y avait Alternative Économique qui avait fait un dossier spécial là-dessus, il montrait sur le billet d'avion qui est pas cher du tout, bien sûr comparé au train, mais à quel point t'avais un pourcentage énorme qui était des subventions de l'État. C'est un délire. Et on voit, ils ont essayé après le Covid pour dire, ah là là, quand même Air France, faut lui donner plein d'argent, 7 milliards sans contrepartie environnementale, parce que sinon on va perdre des emplois. Ils ont licencié quand même plein de gens juste après, donc On l'a abordé au début, mais j'aimerais savoir justement comment tu jongles entre être badass et hypersensible. Je jongle très mal. Non, la vérité, en fait, la vérité, c'est que je découvre il y a pas longtemps que je suis hypersensible. En fait, c'est vraiment, mais c'est peut-être le vrai truc sur lequel j'ai changé d'avis il y a pas longtemps. C'est sur ma connaissance de moi, tu vois. Et en fait, c'est vrai que j'ai confiné avec des potes, du coup, le deuxième confinement. Et en fait, ils se moquaient gentiment en boutade et tout de moi, comme vraiment le cœur d'artichaut, hypersensible de la bande et tout. Et moi, j'étais là, ça me vexait, en fait. J'étais là, mais c'est n'importe quoi, c'est pas vrai et tout, tu vois. Comme un peu un truc, j'étais là, mais quoi, moi, mais pas du tout, j'ai jamais cette réflexion-là et tout. Et en fait, ça me blessait un peu, et je me suis dit, mais Camille, c'est bizarre que ça te touche autant, qu'il y a pas un truc. Et en fait, j'ai réalisé que si, de ouf.
Mais évidemment. Et même ma mère me le dit depuis toujours. Et moi, ça me vexait comme si j'étais là, mais n'importe quoi. Je suis pas du tout sensible, c'est faux. Comme si c'était un truc mal, parce que c'est mal vu, la vulnérabilité, la sensibilité, c'était faible, quoi. Alors qu'à l'inverse, c'est trop faux. Et je trouve ça, tu vois, on parle de sensibilité pour tomber amoureux et tout. Et c'est vrai que moi, je tombe quand même souvent amoureuse. Mais je trouve qu'il faut du courage de malade pour ça. Et on te vend ça comme si t'étais un peu le faible. Mais il faut être hyper courageux pour te dire, quand même, je vais me mettre dans une position de vulnérabilité telle que je vais t'offrir la possibilité de me détruire. Enfin, je veux dire, c'est quand même ouf. Et il faut vachement de courage pour être sensible. Et on l'oublie. Et en vrai, je suis très fière maintenant d'être sensible. Et maintenant, je le défends en disant, et sur un plateau, ils étaient là en mode, le gars, alors d'un côté, on a quand même le rationnel, le gars qui a les chiffres. C'était un gars allemand du climato-sceptique qui avait écrit un livre tous alarmiste, horrible. Et le présentateur dit, et de l'autre côté, Camille, peut-être un peu trop dans l'émotion. J'étais là, mais c'est le GIEC, putain, c'est des études, c'est des méta-études. Déjà, la science est de mon côté, enfin, je suis côté de la science plutôt. Mais surtout, mon pote, heureusement qu'on a un rapport émotionnel à ça. Mais c'est vous qui êtes bizarre de pas avoir de rapport émotionnel. Mais vous êtes anesthésié à quoi, en fait? Parce que on est en train de te dire que le vivant, donc tout ce que t'aimes dans la vie, que ce soit tomber amoureux, être avec tes potes, lire des livres, faire du piano, la poésie, tous les trucs beaux, de promener, enfin, j'ai des tout petits trucs du quotidien, mais qui sont beaux, qu'on aime, tout ce qui nous rend heureux, c'est en train de disparaître. Et tu vas me dire, t'es quand même un peu émotive, hein. Non mais, heureusement, c'est vous qui êtes trop chelou, pardon. Et heureusement qu'on a un rapport émotionnel à cette nature qui s'effondre. Et je l'avais dit à une journaliste du Monde qui a traduit ça, peut-être un tout petit peu maladroitement, en citant, oui, quand un bout de glacier s'effondre, c'est comme quand je me fais larguer, je le ressens physiquement. Je n'ai pas dit cette phrase de cette manière, mais du coup, ça a fait le gros titre de mon portrait dans le Monde, et du coup, j'ai reçu plein de gens qui sont grave fous de ma gueule. Et en fait, j'étais là, mais, enfin, et je trouve ça, il faut et c'est trop important, les gens, tu vois, comme toi, qui se préoccupent de cette santé mentale, Ben Never le fait vachement aussi et tout, mais de déconstruire et de dire, on a besoin de la vulnérabilité, et les gens vulnérables, c'est aussi des gens qui sont sensibles, qui, pour moi, ont compris beaucoup de choses, qui ont peut-être plus d'humilité sur leur posture, et qui ont compris beaucoup de choses et qui apportent au monde beaucoup de choses, qui ont une capacité aussi plus sensible mais toutes les filles dont on parlait qui sont hyper badass sont vraiment toutes des petits cœurs, quoi. Et ça nous rend aussi notre capacité à s'indigner et avoir de l'empathie pour les espèces non humaines, pour des inégalités qui nous touchent pas nous directement, mais dont quelque part on est un peu peut-être la cause aussi, parce qu'en tant que privilégié on fait des choses qui impactent des gens, et peut-être cette empathie, cette sensibilité là nous permet de nous rendre compte plus facilement de ça. Mais moi, là où je le vis très mal, c'est avec les haters, quoi, où je progresse mais où c'est dur. Et pourtant eux aussi ils sont justement dans l'émotionnel et pas dans le rationnel, quoi. Ouais, mais ils attaquent exprès, c'est facile. T'attaques, tu vas sur des trucs de physique, de toi, de ton passé, de ton passé qui est faux, ils inventent des trucs sur ta vie. Enfin, et moi je le vivais hyper mal parce que justement, on n'est pas fait pour être exposé au jugement de millions de personnes constamment. C'est trop bizarre, personne ne fait pour ça. Et c'est au début j'étais là, waouh, ça m'a empêché plein d'actions. Et là où ils ont réussi, je suis triste, c'est qu'il y a j'aurais été beaucoup plus efficace, j'aurais fait beaucoup plus de choses s'il y avait pas cette partie-là dans ma vie. Ça, c'est le truc qui me retarde le plus. C'est que des fois j'ai des trop-pleins émotionnels et du coup il faut que je fasse pendant quelques jours j'écris des trucs qui sortent jamais juste pour ouais. Et en même temps, sur le court terme, je comprends, mais sur le long terme, je pense que non seulement ça peut te rendre beaucoup plus résiliente face à des oppositions plus fortes, et ça peut aussi t'amener à des remises en question. Enfin, moi, c'était quand je m'étais fait clasher sur Brut que justement, j'étais là, ah ouais, mais en fait, tout est politique, et bien sûr que les micro-engagements, enfin, je le savais déjà, mais je mettais pas le curseur autant là-dessus, quoi, de changer le système et pas juste faire des éco-gestes, quoi. Parce que du coup, le MEDEF, là, j'ai trop envie d'en parler. Donc t'as fait une conf au MEDEF où dans un panel justement t'as juste dit, il me semble que voilà, peut-être qu'on pourrait envisager de travailler moins et de mettre plus de sens dans notre travail, et la modératrice c'est littéralement foutu de ta gueule et ricané, quoi. Oui, et la modératrice plus tout le reste de l'assemblée, et en fait on l'entend même pas dans la vidéo, mais on n'entend même pas dans la vidéo, mais je me suis huée, genre. Ah ouais. Genre les gens étaient morts de rire. C'était hallucinant. Enfin, il y avait que des mecs costards sur leur téléphone qui écoutaient même pas, ils sont juste grave foutus de moi, en mode avec des rires gras, et on me hurle, j'étais là. Cool. Et en fait, ma gestion du stress, elle est particulière parce que
et cette sensibilité, je crois que je la vis bien. Enfin, il y a quelques moments comme ça d'overwhelming où c'est sur les réseaux, c'est toujours sur les réseaux en fait, ou parce que c'est très violent et c'est vraiment différent. Mais sinon, ce que j'ai fait du sport à haut niveau, c'est peut-être ça. J'arrive bien à me canaliser et à avoir du sang-froid et ça me met vraiment dans le moment présent. Justement, à l'inverse de mon cerveau habituel qui est tout le temps en train de penser à 12 000 trucs et qui est jamais calme. Les moments où je suis calme, c'est les moments comme ça où en fait je suis au max de moi, tu vois. En fait, t'es Zlatan, quoi. Toi, quand il y a la pression, tu te galvanises. Et en fait, je me suis sentie trop bête, en sortant de la table ronde, j'étais là en mode, je suis vraiment débile, tu te sens con parce que, même si toi t'es persuadé de tes idées. Oui, mais t'es un animal social et quand il y a 100 personnes qui disent que t'es une merde. Qui se foutent de ta gueule, toi, tu te dis, non, j'ai fait une gaffe, en fait, tu vois, tu te sens, ça te remet un peu en question en mode mince, et en sortant de la table ronde, il y avait quand même El Khomri, enfin on le voit pas dans la vidéo, mais il y avait une ancienne ministre, il y avait des gens vraiment stylés, et connus, tu vois, et en sortant de la table ronde, il y avait plein de journalistes. Je me suis dit, je vais être la nobody qu'on va laisser descendre de l'estrade, et tout le monde a sauté dessus un peu. J'étais trop bizarre, et il y a un gars du Express qui dit Camille, on peut faire une interview, et tu sais, il me regarde un peu comme ça. C'est trop marrant parce que je rêve de retrouver ce type. C'est un peu comme s'il savait, genre tu sais, il faisait un peu le mec en mode bonjour Camille. Il m'a dit trois mots un peu en mode genre avec un petit sourire en mode c'est comme s'il savait que ça allait avoir de l'impact. C'est trop bizarre. En même temps, il se passe rien dans ce genre de truc du MEDEF et là t'as une histoire de ouf à raconter. Parce que tout le monde allait sous de ma gueule, tu vois. Je pensais pas que ça allait que c'était eux qui allaient être ridicules avec ça. Et ce qui est trop cool, c'est ça, c'est de se rendre compte que peut-être que eux dans leur petit monde ils se sont dit en mode invitez-moi une petite pour le quota là, on va faire une petite activiste écolo, ça va être top. Et en fait, quelque part à l'extérieur, la réaction des gens, ça a été de montrer que c'est eux peut-être qui sont minoritaires dans leur façon de penser, et ceux qui sont archaïques, et ceux qui sont à la ramasse, dans leur idée de dire toujours plus, travailler plus pour gagner plus, pour être plus, mais plus quoi, enfin. Et du coup, je pense que ça a bousculé pas mal de trucs, pas du tout moi, mais juste que ça participe à mettre en lumière une tendance de fond de la société. Bon, c'est hyper anecdotique comme épisode, mais je trouve que c'était symptomatique de ce qui se passe. Ça l'a juste un peu rappelé, quoi. C'est ça qui était cool. C'est qu'après, du coup, j'ai eu plein de contacts avec des gens off aussi. Ça, personne le voit. Tout le monde te juge sur ce que tu fais sur les réseaux et les plateaux. On oublie qu'il y a grave de taf en dehors. J'ai accompagné des chefs d'entreprise. La meuf de Aigle, par exemple, qui est les fringues. Qui est une très grosse marque, historiquement, et puis ils ont quand même des millions d'euros de chiffre d'affaires, qui a venu voir et qui était... Il y en a qui étaient là pour te montrer à quel point leur boîte est géniale, ils font des trucs géniaux, je perds pas beaucoup de temps. Mais il y en a qui sont en train de qui me disaient, écoute, en vrai, j'ai envie d'apprendre. Et donc, je les ai pu rediriger. Donnez-moi mon avis sur certains trucs, des engagements qu'ils voulaient prendre qui étaient pas forcément les bons, peut-être un peu, qui pouvaient tendre à du greenwashing par ignorance, mais en fait, qu'il y avait de la vraie volonté. Et donc, du coup, je les ai redirigés vers des trucs avec plus de sens et vers des structures de gens vraiment badass de l'écosystème climat, mais où les liens se font pas forcément toujours. Donc ça peut avoir un impact aussi derrière, quoi. Génial. Bah oui, parce que tous ceux qui pensaient comme toi, forcément ils ont fermé leur gueule pendant le truc, mais ils se sont sentis aussi autant jugés que... Bien sûr. Voire il y en a qui se sont sentis obligés sûrement de huer aussi juste pour faire partie du groupe. Ok, on arrive dans la dernière partie de l'émission qui s'appelle Soif de sens. Justement, toi, qu'est-ce qui donne du sens à ta vie? Qu'est-ce qui donne du sens à ma vie? C'est un peu comme ta question, qu'est-ce que j'ai appris le plus récemment? En vrai, c'est l'amitié. Et jamais j'aurais pu penser dire cette réponse. Enfin, jamais j'aurais pensé dire cette réponse avant, parce que ça n'a pas été un truc très important dans ma vie pendant très longtemps. Ouais. Et en fait, je l'ai vraiment découvert il y a quelques mois, et c'est dingue. Genre l'amitié, c'est le truc le plus beau qui existe. Enfin, en fait, ça a la capacité pour moi de d'être la seule chose stable dans ma vie. C'est la seule, face à tout ce qui est mon quotidien est totalement fou, tout ce que je fais totalement peut s'arrêter demain, dépend de milliards d'autres choses. Et je sais pas, l'amitié, il y a un peu un truc où ça se travaille, c'est comme une relation et tu dois toujours, bien sûr, mais les potes, c'est le truc qui va toujours être là pour toi, qui va te procurer énormément de joie, et on le valorise pas trop, tu vois. Je trouve qu'on fait, moi j'ai passé beaucoup de temps à faire, tu sais, on fait, je sais pas, des déclarations d'amour, on écrit des romans là-dessus, on fait parce que c'est des sentiments hyper forts, et je pensais pas qu'on pouvait avoir des sentiments hyper forts aussi pour tes potes, et on l'encense pas du tout dans nos sociétés, alors qu'en Finlande, j'habitais en Finlande, mais le Valentine's Day là,
la Saint-Valentin, putain, la meuf anglaise insupportable. La Saint-Valentin en Finlande, ils célèbrent l'amitié. Ils sont pas du tout en train de célébrer les couples. Et si t'es célib, t'as grave le seum parce que tu vois des gens avec des roses dès 8h du mat. Pas du tout. Eux, c'est en mode, c'est l'amour. Et en vrai, l'amour le plus inconditionnel, qui est des gens que t'as choisis. Donc, c'est pas les mêmes galères qu'avec ta famille, où bah, ça peut être compliqué pour certains, où vont pas t'accepter comme t'es parfois. C'est pas les mêmes choses que les couples où on est dans des contrats sociaux encore hyper, ou quand oui, puis ça dure souvent plus longtemps. Les potes, c'est un truc de dingue, et l'amitié, je trouve qu'on n'en sens pas du tout assez, et moi c'est le truc qui me permet d'être heureuse, et du coup d'avoir beaucoup de joie dans mon combat aussi par ailleurs, qui donne beaucoup de sens à tout ce que je fais, parce qu'ils sont là, ils sont capables d'un regard réel sur ce que je vais faire, d'être là, de me suivre dans tous les délires qui sont pas forcément dans l'écologie, tu vois, mais je vais leur dire ok, en fait il me faut des gens pour dessiner des yeux, parce que je vais aller dans l'Élysée à dessiner des yeux, ils vont finir jusqu'à 2h du mat pour dessiner des yeux, pour pas me laisser dans la merde, tu vois. Et ça je trouve ça dingue. Enfin, et quand je vais arriver en pleurant parce que je me suis fait insulter sur une table ronde alors que j'étais grave badass, ça m'a pas du tout touché, et je suis en panique, et ben ils vont pas me juger, ils vont me faire un câlin, et ça va être trop cool, tu vois. Oui, ils vont se foutre de moi pour me faire redescendre quand il y a un truc un peu stylé, ils vont dire ils vont se foutre de moi avec mes discours inspirationnels, ils vont me faire des vannes, et je vais dire putain mais j'avoue, et ça c'est trop cool. Je me rends compte que c'est cliché comme réponse de dire que c'est l'amitié et les haters de ta propre communauté, mais c'est sincère quoi, enfin c'est vraiment les trucs qui apportent plus de sens. Bah, si on a perdu de vue l'essentiel, faut rappeler ce que c'est l'essentiel, quoi. C'est vrai, t'as raison. Si t'as écouté jusqu'ici, bah tu fais vraiment partie de la team Soif de Sens, c'est trop cool. Abonne-toi au podcast et à l'Instagram Graines de Possible de Camille. Et je te conseille aussi du coup un ancien épisode avec Pablo Servigne sur l'écologie et l'éco-anxiété que tu vas adorer, qui est trop cool. Voilà, merci beaucoup Camille. Bah merci à toi, c'est trop cool. Merci à vous, ciao et à bientôt. Salut.